Et deuxième invitée ce soir, Eugénie, alors on dit Mojinson, oui, absolument, ancienne championne de taekwondo et aujourd'hui donc fondatrice de Enego, associée au cabinet Red Pepper, vous faites du conseil, de la formation et du recrutement. Comment est-ce que, d'abord on va s'arrêter une minute sur votre parcours quand même, comment est-ce qu'on passe du sport de haut niveau à l'emploi, la formation et tout ce qui tourne autour des RH? Alors, il y a une étape intermédiaire. Effectivement, j'étais athlète de haut niveau pendant quelques années, membre de l'équipe de France, médaillée mondiale et internationale. Et en parallèle, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe au service commercial. Et quand vous travaillez au service commercial, en fait, il y a énormément de similitudes parce qu'on a des objectifs à atteindre, on doit être le ou la meilleure, il y a des challenges. Donc, en fait, j'étais dans mon élément. Et puis, je devais apprendre énormément sur les pratiques commerciales, sur nos outils qui étaient régulièrement mis à jour. Donc en fait, ça s'est fait tout simplement. D'accord. Et au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, on accompagnait des dirigeants dans leurs objectifs commerciaux, on leur proposait des solutions de communication. Et donc, tout naturellement, je me rendais compte lors des entretiens, il y avait un petit manque au niveau de la stratégie. En fait, ils avaient des objectifs, mais qu'ils les posaient là comme ça, plus sans savoir comment y arriver. Voilà, sans réellement avoir pris le temps, parce qu'il en manquait réellement, il manquait de temps pour le faire. Et donc, du coup, de fil en aiguille, effectivement, à force d'être restreinte sur le côté stratégie pour pouvoir les conseiller sur d'autres choses, parce que ce sont plusieurs éléments qui se combinent ensemble pour arriver à la performance. De là est né le cabinet Enego et puis mon association avec le cabinet Red Pepper. Et ça fait combien de temps là maintenant que vous faites ça? Ça fait un peu plus de 2 ans. Ah oui, quand même. J'ai passé 16 ans au sein d'un grand groupe et puis juste derrière, j'ai fait la même chose, mais en étant à mon compte et en n'étant pas limité par des produits. On peut vraiment rentrer dans la stratégie. Et c'est parce qu'il y a régulièrement eu des problématiques d'engagement, de motivation des salariés. De fil en aiguille, on arrive à la formation. Est-ce qu'ils sont régulièrement formés? Est-ce que les conditions sont mises à jour régulièrement? Et puis on arrive au recrutement, parce que parfois il y a des erreurs de casting. Oui, je crois que tout le monde en commet. Bon, donc justement, quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cet entretien, vous m'avez dit, mais cette crise, c'est une super grande opportunité pour la formation. Qu'est-ce qui vous convainc que c'est le cas aujourd'hui? C'est parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On se donne, en fait, c'est une question d'état d'esprit. Comme vous l'avez dit, moi, je viens du milieu du sport et on est toujours en train de se remettre en question et quelque part de se former sur autant je faisais du taekwondo, mais j'ai fait de l'athlétisme, du stretching, plein de choses. Et en fait, même au sein de mes expériences professionnelles, je n'ai pas arrêté de me former sur des produits pour être toujours au fait de ce qui se faisait. Et puis en plus, c'était dans le digital. Donc le digital, ça change constamment. Donc certes, il y a une crise, mais au-delà de la crise, c'est une habitude à prendre, c'est un état d'esprit à avoir, de continuer à se former régulièrement pour prendre plus de plaisir à ce qu'on fait, être meilleur et puis découvrir de nouvelles choses, de nouvelles manières de fonctionner. Alors ça, j'ai l'impression que les entreprises l'ont entendu, parce que Danone va proposer à ses salariés dont l'emploi est menacé par la crise de les former pendant 2 ans pour éviter justement qu'ils perdent leur emploi. Pendant le confinement, on a des entreprises comme Century 21 ou WeCare dans les services à la personne qui ont continué de former justement, qui se sont dit, au lieu de les laisser à rien faire et de les mettre au chômage partiel, on va les former pour justement accompagner une montée en compétences. C'est ça en fait l'enjeu, c'est que demain on puisse monter en compétences grâce à la formation continue. Exactement, on s'appuie sur les formations longue durée, sont les formations qui sont les plus efficaces et c'est vrai que nous pendant la crise du Covid, nos clients aussi ont fait cette bascule de se dire au niveau du recrutement, on gèle un petit peu les recrutements, mais qu'est-ce qu'on propose à nos salariés pendant qu'ils sont chez eux? Certains travaillent mais d'autres sont vraiment au chômage partiel, ne peuvent pas faire à l'arrêt, ne peuvent pas faire grand chose, donc on les remet à niveau sur les nouvelles techniques, sur des produits et des services qui vont permettre de mieux se vendre, de mieux communiquer, d'être toujours en action, comme ça quand ils vont reprendre, ils sont encore plus forts, ils ont des nouvelles techniques à appliquer et on va de l'avant en fait. Alors justement, moi, je citais là quelques exemples d'entreprises qui semblent avoir compris, mais est-ce que toutes les entreprises l'ont compris vraiment et véritablement? Parce que, en fait, c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, j'imagine que la problématique, c'est quand même de se dire, alors j'ai un tel et un tel qui va partir en formation, comment je le remplace? Ça va me coûter des sous. Comment est-ce qu'on arrive à faire entendre aux dirigeants que, en fait, c'est important pour eux, c'est pas uniquement au titre individuel du salarié, mais bien pour l'ensemble de l'entreprise? Parce que quand on a fait un point sur la stratégie et qu'on regarde les compétences qui éventuellement sont manquantes, parce que quand on cherche à recruter, on cherche des compétences, on cherche des savoir-faire, et on regarde en interne si au sein de l'entreprise,
on n'a pas des salariés qui connaissent déjà les produits, qui connaissent la culture de l'entreprise, qui connaissent les valeurs et que l'on peut former à la communication digitale, aux outils digitaux pour être encore meilleur demain. Donc c'est vrai que la crise a été un peu un électrochoc et ça a permis d'ouvrir des esprits sur des choses que l'on propose depuis des années en fait. Le digital, le e-commerce, c'est depuis 2007 ou 2006 qu'on en parle encore et encore. Et alors on n'est plus dans les early adopters, on est vraiment dans c'est maintenant, c'était même hier presque. Il faut vraiment se mettre aux outils digitaux qui vont nous permettre de mieux performer, d'être plus efficace, d'être plus efficient et d'être au même niveau que des grandes structures ou des grands groupes en fait. Il y a des entreprises qui ont l'impression que ce n'est pas pour elles. Alors, il va y avoir, on parle de 700 000, je crois, chômeurs qui vont arriver sur le marché du travail. Et donc, de fait, il y a un plan jeune quand même qui a été déclenché. C'est vrai que c'est eux qui, en priorité, vont être les plus touchés, sans doute. Est-ce que le fait quand même qu'on ait eu de l'école à distance, qu'on ait des jeunes qui décrochent, tout ça va venir renforcer ce problème de formation des jeunes? Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème aujourd'hui? Alors, les jeunes sont pleins de capacités, en fait. Quand vous regardez un petit peu des vidéos, quand vous regardez sur Internet, ce qu'ils sont capables de faire quand ils aiment quelque chose ou quand ils se sont lancés des challenges, ils font des choses extraordinaires. Donc, c'est vrai que c'est cette manière dont il faut aborder la rentrée. Qu'est-ce que moi, en tant que jeune ou en tant que futur salarié, je vais pouvoir apporter comme valeur à l'entreprise? Qu'est-ce que je sais faire? Sur quoi est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux m'améliorer pour être force de proposition? Le plan jeune, ça va être des aides, donc c'est une aide, mais il faut quand même avoir un socle de compétences ou de savoir-faire à proposer, parce qu'en fait, ils ne vont pas être les seuls sur un même poste, encore moins qu'avant. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres, au-delà de la déclaration d'intention? Et on voit sur Internet, on voit parfois passer des CV dignes de graphisme de haut niveau, parce que les jeunes avaient du temps, en fait, pendant le confinement. On voit passer des vidéos de présentation. Donc, en fait, quand on les motive et qu'on leur met à disposition des outils, même en partant de zéro, ils savent faire. Mais simplement, effectivement, c'est une question d'état d'esprit et de se dire, ok, bon, bah, à la rentrée, sur quel secteur est-ce que je vais, ou quel créneau je vais travailler pour être le meilleur et être sûr que si ce n'est pas la première entreprise qui me propose quelque chose, ça sera la deuxième ou la troisième, peu importe. Alors le CV vidéo, est-ce que c'est vraiment adopté? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais moi par exemple, je reçois uniquement des CV papier, quoi. J'ai pas encore reçu de CV vidéo. Non, je parlais pas de CV vidéo, je parlais de tout ce que les jeunes sont capables de développer comme compétence pour créer une vidéo, parce qu'en fait, quand ils se disent j'aimerais bien faire des vidéos, mais il faut cadrer son texte, il faut gérer le son, il faut gérer le fond derrière, il faut donner des informations qui donnent envie de revenir quand on crée une chaîne. Donc tout ça sont des micro-compétences sur lesquelles ils se forment, parce qu'on a accès à énormément de données sur Internet, et du coup, ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, ils ont des compétences transversales qui pourront aider demain une entreprise, au niveau de sa communication, à faire des vidéos qui soient institutionnelles ou autres, mais parce qu'ils l'ont fait pour eux, donc ils pourront le faire pour une entreprise demain. C'est plus comme ça que je voyais la vidéo. Alors, ça veut dire que pour un jeune qui sait faire ça, il faut qu'il le mette sur son CV? Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en général, on n'y pense pas, quoi. On va pas mettre sur un CV, je sais faire des vidéos. Non, mais parmi les passions, puisqu'ils passent du temps, des temps énormes sur Internet. Donc, je crois que tous les parents d'ados le savent. Voilà, ils sont tous d'accord avec moi. Donc du coup, ça fait partie des hobbies, des passions. Un peu comme moi, c'est vrai qu'au début de ma carrière, c'est une carrière professionnelle, donc le sport, je le mettais un petit peu de côté. Or, c'était ma carte de visite. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais fait du sport que certaines entreprises, j'ai reçu beaucoup de propositions en plus, alors que mon CV était le CV d'une jeune, donc il n'y avait rien. Il y avait mon expérience sportive, ma maîtrise de droit, et c'est tout. Ouais, il n'y avait pas rien quand même, quoi. Oui, du coup, ceux qui ont fait des vidéos, qui ont créé des chaînes YouTube, qui ont des millions de followers, c'est pas rien, des millions. Milliers. Même des centaines. C'est pas rien du tout pour une entreprise qui a besoin de communiquer et qui est un peu à l'arrière-plan, qui a mis la communication un peu à l'arrière-plan et qui a besoin de donner une image dynamique. En fait, tout est question de savoir valoriser ses compétences. C'est ça. Et c'est ce qu'on a, c'est au sein du cabinet Red Pepper, c'est ce qu'on fait aussi, d'apprendre aux jeunes à se vendre, et aux moins jeunes d'ailleurs. Donc, quand on travaille dans l'entreprise, donc on a son savoir-faire technique, mais il faut savoir se vendre, il faut savoir communiquer, expliquer en quoi ça peut être utile pour l'entreprise. Pour des dirigeants, il faut également savoir motiver les équipes, les entraîner avec soi. Donc voilà, ce sont plein de compétences auxquelles les gens ne pensent pas, ou même les dirigeants, quand ils se lancent, ils sont lancés, et puis au fur et à mesure, ils règlent des problématiques, mais il n'y a pas une formation type. Vous créez votre entreprise, il n'y a pas une formation pour gérer tous ces points-là, vous apprenez sur le tas. Justement, on parlait de formation des salariés, et il faut aussi effectivement former les dirigeants, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que là, avec le télétravail qui se développe, on voit Google qui va télétravailler jusqu'en 2021.
comment on fait pour manager des équipes à distance, comment on crée une cohésion, comment on aborde toutes ces problématiques quand on est chacun chez soi. Alors, on apprend à se connaître. Peu importe, le télétravail, c'est simplement une autre manière de travailler. Mais si je ne connaissais pas mes salariés avant le télétravail, je ne vais pas mieux les connaître à travers un écran. Donc le but, c'est déjà de se connaître, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne, avec quel type de personnalité on fonctionne bien, et puis les personnalités avec lesquelles on a plus de mal, pourquoi, comment est-ce que je peux les aborder, de discuter avec ses collaborateurs. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la richesse d'une équipe. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui viennent qui ont des profils différents, des manières de penser différentes. On peut toujours autant communiquer à travers un écran que quand on est en face à face. On se dit que c'est provisoire, mais quand on a pour objectif de travailler sur un projet, on a tous fait des heures sur des plateformes de visioconférence et on est arrivé à monter de très beaux projets. Donc il faut le voir comme un outil. Ça change un petit peu la donne, mais comme quand on est arrivé à Internet, ou quand les réseaux sociaux sont arrivés, ou quand il a fallu, quand les gens passent d'un site Internet à un site e-commerce, vous voyez, c'est juste une autre étape. Oui, mais une étape qui empiète aussi sur la vie personnelle. C'est là où il y a une petite, pour moi, une petite nuance, un petit frein, en tout cas une petite réticence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis chez moi, où j'ai plus vraiment de notion de l'heure, où j'ai plus vraiment d'interaction avec mes collègues pour la pause déjeuner, et où, on le sait, on est beaucoup plus productif chez toi parce que justement, on regarde moins notre montre, sans doute. C'est vrai. Il y a aussi quand même un peu un danger de ce côté-là, non ? Alors, pour être en télétravail depuis 2007, c'est vrai que c'est une organisation à prendre. Il faut être rigoureux vis-à-vis de soi-même, il faut se fixer des horaires. Et on a également, au niveau de l'entreprise peut nous envoyer des emails à n'importe quelle heure, mais c'est à nous de choisir jusqu'à quelle heure on les consulte. C'est à nous aussi d'avoir la responsabilité, en tant que salarié ou en tant qu'individu, de poser les barrières et de mettre un cadre. C'est dur au début. Ah, mais c'est très dur, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais on déjeune à 14h, et puis alors après, on est complètement déstabilisé. Mais moi, la première, j'ai beaucoup de mal à couper mes emails. Enfin, je vois une alerte sur mon téléphone, fatalement, je vais aller regarder. Alors, on déconnecte les notifications, par exemple. Mais il faut l'accepter. Et en fait, on se rend compte... vous voyez, moi, ce qui m'a aidé, c'est quand je suis en rendez-vous clientèle, je ne peux pas consulter mon téléphone. Mais vous l'entendez sonner. Donc, du coup, vous êtes à moitié dans votre conversation. Et à moitié en train de vous demander ce qui se passe. Ça fait 3 notifications. Est-ce que c'est la même personne ? Est-ce qu'il y a une urgence ? Donc, du coup, pour être plus engagée dans ce que j'étais en train de faire, j'ai déconnecté les notifications. De la même manière qu'on les déconnecte quand on est en train de conduire. Donc, du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, on est plus efficace dans le traitement des mails et on oblige les gens à nous envoyer des mails avec des objets qui nous donnent envie de cliquer dessus parce qu'on les reçoit par wagon. Mais du coup, ça fait un travail un peu plus compliqué après. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec un truc qu'on n'a pas traité au fur et à mesure... On rééduque les gens à nous envoyer des mails uniquement si c'est important, à ne pas nous mettre en copie. Mettre tout le monde en copie, ça sert à rien. C'est le fléau. Et ça, c'est en dehors de la crise Covid. Avant, on recevait aussi des on ne sait plus. Vous commencez par le dernier, mais en fait, certains ont répondu au mail numéro 37 et certains ont répondu au mail numéro 3. Donc, vous perdez des informations. C'est toute une réorganisation, avoir une réorganisation à la fois individuelle et collective. On se met d'accord sur ce qu'on va utiliser comme outil. On n'est pas obligé d'utiliser que les emails. Il y a des outils aussi qui nous permettent d'avoir une vision. On n'a pas consulté ces mails de la journée. Bah là, on peut se poser et on sait que sur tel projet en attente, voilà ce qui a été dit. Sur tel autre projet, voilà ce qui a été dit. Et ça, c'est l'avantage des outils digitaux et la digitalisation de pouvoir effectivement se reposer sur d'autres types d'outils qui nous aident à améliorer la productivité. Mais je sais qu'il y a des outils. Il y a des outils même dans les boîtes email qui font le tri entre les mails qui jugent importants et pas importants. Et moi, franchement, j'en suis pas encore à faire confiance à mon intelligence artificielle de mon ordinateur pour faire le choix entre mes mails importants ou pas importants. C'est vous qui mettez le choix. C'est vous qui créez des dossiers. C'est vous qui dites quand je reçois un dossier Bismart, ça va dans la case Bismart. Et donc, du coup, je me mets sur Bismart à 18h, je me mets sur un autre projet à 19h ou à 15h, vous voyez. Donc, l'intelligence artificielle, l'intelligence, c'est un mot un peu fort parfois. Mais c'est vous qui intégrez des règles de manière à ce que vos dossiers s'organisent pour que vous puissiez, un peu comme une secrétaire particulière qui vous aurait mis tous vos emails qui concernent tel sujet, tous vos emails qui concernent tel sujet, et là, vous êtes efficace parce que vous dites, bon, ok, je passe 1 heure sur le sujet numéro 1, et là, vous balayez et vous allez beaucoup plus vite. En fait, on va revenir à la formation, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir des outils, mais il faut savoir les utiliser. Il faut savoir les utiliser, il faut être accompagné, et c'est à nous de leur proposer des outils sur mesure qui correspondent exactement à votre besoin, et au bout d'1 semaine, vous allez me dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour vivre sans cet outil ? C'est l'objectif, parce que sinon,
on revient à ces réflexes premiers, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Eugénie Moginson. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Enego. Merci d'avoir été avec nous. On marque une pause, on se retrouve juste après.